OK. Donc, parlons maintenant des stratégies et faisons un petit peu un retour dans le passé. Ça fait longtemps que les universités essayent de décentraliser ces services. Ça fait vraiment très longtemps. Vous allez voir tous les efforts qui ont été déployés et toutes les difficultés qu'on a connues. Alors, les options. J'ai glissé un mot tout à l'heure pour la FOAD. L'Angleterre, d'abord, qui était un pays où seule l'élite pouvait aller à l'université. C'était un pays de système de classe. Ben là, la seule manière qu'ils ont trouvée, c'était de créer une nouvelle université. Les universités existantes ne bougeaient pas. Le gouvernement travailliste, socialiste, arrive au pouvoir en 67, 68. Hop, il crée la nouvelle université, Open University. Et voilà, un établissement unimodal à distance. Maintenant, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a opté pour introduire la formation à distance peu à peu, graduellement, au sein des universités existantes. Donc, l'Université de Chicago était la première université en 1892, je pense, avec Rainy Harmer, qui enseignait l'hébreu à partir de Chicago, à travers le monde. Donc, maintenant, il y a Penn State, MIT, Yale, University, ils sont toutes là, Stanford, Princeton, et ainsi de suite, qui sont devenues des universités, des établissements bimodaux. Ensuite, en France, la façon qu'on s'est organisé, c'est qu'il y avait des universités, certaines activités d'enseignement à distance existaient. On a créé une fédération pour arrimer un peu les offres des uns et des autres pour s'assurer qu'il y avait une offre cohérente. Bon, j'ai su que ça marche plus ou moins bien, c'est normal. Les consortiums que nous avons connus dans le passé fonctionnent plus ou moins bien. Alors, même chose au Canada, qu'est-ce qu'on a fait? Quel était notre choix au Canada? Entre toutes ces options-là, ben on a choisi toutes les trois. Voilà, pourquoi choisir une chose quand on peut tout choisir? On a l'option établissement unimodal, on a les établissements bimodaux, on a aussi la fédération des universités. Donc, TELUC, vous avez peut-être entendu parler, Athabasca pour le pendant anglophone, mais nous avons aussi beaucoup d'universités, dont l'Université Laval, qui est au sommet, comme établissement bimodaux. Et ensuite, nous avons l'Université virtuelle canadienne, qui est un regroupement d'universités, surtout de petites universités, qui essaie d'offrir quelque chose de cohérent, mais qui s'abat de l'aile. Alors, ce qui fonctionne vraiment, c'est l'option établissement bimodaux. C'est là où l'action se passe, c'est là où on offre le plus grand nombre de cours en ligne et des programmes complets. L'Université Laval, 700 cours, 70 programmes. Et à chaque année, ça augmente. Donc, quelles sont leurs stratégies de outreach? Regardons ça. OK, dans un premier temps, il faut remonter très loin dans le passé. Leur toute première, et ça remonte à très loin, hein, le déplacement des professeurs. Vous avez peut-être entendu parler, les gens qui partaient en sandales de Rome pour aller quelque part au nord, se promener tout bas, tout côté. C'est une vieille tradition. Peu de technologie, à part le cuir. Et ensuite, ben voilà, une vieille tradition qui perdure jusqu'à maintenant. Par exemple, encore au Québec, à partir des points sont des villes principales, il y a encore des déplacements de professeurs. Donc, c'est une stratégie de outreach, mais très limitée, comprenez. Donc, les avantages, c'est qu'on favorise l'accessibilité et on offre aussi une même qualité d'enseignement, parce que dans la plupart des cas, c'est le même professeur qui donne le même cours, mais dans un autre endroit. Ensuite, le désavantage, c'est qu'il y a peu de coût-efficacité. Vraiment, il n'y a pas de gain de ce côté-là, au contraire. Puis aussi, il y a la fatigue du personnel. Et en fin de compte, c'est non durable comme solution, hein, quelle que soit l'échelle ou à long terme. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie qui a été efficace. Ensuite, quand on parle de FAD et FOAD, on a connu plusieurs générations. On a connu la génération de cours par correspondance. Hein, première génération, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Puis l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a des étudiants qui ont pu accéder à l'enseignement supérieur pour la première fois de leur vie, pour la première fois de leur famille, dans leur génération. Et le niveau de coût-efficacité était potentiellement élevé. Mais c'est toujours resté à petite échelle. Ça n'a jamais touché des grands nombres de personnes, donc ça n'a jamais pu atteindre son potentiel. Et le désavantage, évidemment, c'est au niveau de la qualité.
La plupart des professeurs d'université ne voulaient pas toucher à ça. Ce n'était pas digne de leur intervention. C'est des trucs qu'on faisait en périphérie et ce n'était pas sérieux. Il y en a qui appelaient ça une formation de deuxième classe. Ensuite de ça, on a commencé à jouer avec au fur et à mesure qu'il y avait des inventions, des technologies qui entraient. On va essayer ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc la deuxième génération, c'était la radio éducative. Et dans les années 20, on a commencé à offrir des cours d'éducation populaire. Ça allait assez bien. Puis ensuite, avec l'arrivée des cassettes, on se dit, oh, on peut enregistrer les choses, on peut les partager, on peut les garder en permanence. Voilà. Mais là, on avait un niveau d'accessibilité supérieur et même on a gagné du côté de coût-efficacité. Alors vraiment, on pouvait enfin faire des choses qu'on ne pouvait jamais faire auparavant, mais encore, la qualité était problématique parce qu'il n'y avait plus d'interactivité. Les étudiants étaient tout simplement laissés à eux-mêmes, ils étaient complètement isolés. Le seul retour, souvent, c'était par courrier. À cette époque-là, graduellement, il y avait un tutorat à faire par téléphone, mais très inefficace. Ensuite, on a commencé avec la télévision, la télévision éducative, quoi, et avec les cassettes VHS, encore en enregistrement. Donc, c'est ce qu'on appelle la télévision éducative, qui a connu son essor. Et remarquez bien, toutes ces stratégies-là existent. Il n'y en a pas une qui a disparu. Mais ça se cumule en termes de possibilités. Partout dans le monde, quelque part, une université quelconque est en train d'appliquer cette stratégie-là. Voilà, effectivement, sans contredit, le niveau d'accessibilité est accru. Ça, on ne peut pas dire le contraire, mais encore et encore, le problème de qualité. S'il n'y a pas d'interaction avec l'étudiant, si on ne répond pas à ses besoins, si on n'est pas capable de répondre aux questions individuelles des étudiants, l'efficacité est minimale. Peu d'efficacité par rapport au coût. Donc déjà avec les télévisions, on implique les studios, on implique les coûts importants, et à ce moment-là, si on juge l'efficacité par rapport au coût, ce n'est pas gagnant. Maintenant, je vous passe à travers, je vais vous présenter sept différentes stratégies. Les cours vidéoconférence, vous avez connu. On a commencé à utiliser des lignes téléphoniques, on a appelé ça des lignes ISDN dédiées à fort volume, mais qui coûtaient une fortune. Voilà, donc on était limité quand même au campus satellite. On pouvait offrir un cours dans un satellite quelques centaines, peut-être quelques milliers de kilomètres plus loin. Mais habituellement, c'était une salle, pas plus. Et donc, c'est ce qu'on appelait le téléprésentiel qui était privilégié. Alors, les avantages, voilà, encore une fois, l'objectif de l'accessibilité est atteint. Toutefois, au niveau de la qualité, là encore, unidirectionnel dans la plupart des cas, on présentait, on bombardait l'étudiant, mais il y avait très très peu d'interactivité et il y avait toujours des problèmes techniques. C'est une technologie qui a vraiment grugé les budgets et n'a jamais vraiment fonctionné comme il faut. Les coûts d'installation, de branchement, de fiabilité technique étaient problématiques. Ensuite de cela, qu'est-ce qu'il y a? Des cours par télématique. Vous avez connu la télématique? La France qui avait pris une longueur d'avance par rapport à tous les autres pays du monde. Le Minitel, qui a vraiment complètement ébloui le monde entier. 113, voilà. Et c'était une montée extraordinaire avec des services. On parlait souvent pas tellement des services éducatifs, mais plutôt des services roses, une spécialisation. Mais tout d'un coup, voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Bang! World Wide Web. On ne le voyait pas venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, en l'espace de quelques années, on n'en parle plus. Voilà. Et donc, toute la longueur d'avance que la France avait, elle a perdu. Gloria fugit. Voilà. Donc, la fin. Des avantages, donc, il y avait une accessibilité accrue, ça c'est certain. Le coût-efficacité, il y avait une certaine possibilité de coût-efficacité si on avait économie d'échelle, ce qu'on a connu pour certains services. Ensuite, il y avait des désavantages, il y avait le dépassement technologique. Et ça, il y a une leçon pour tout le monde là-dedans. Quand on reste assis sur ses lauriers, vous pouvez être certain que le voisin à côté, il n'est pas en train de rester sur ses lauriers. Production de qualité pour atteindre
une production de qualité, il fallait mettre de l'argent. Les applications étaient limitées. La technologie nous permettait de faire certaines choses, mais puis ensuite, l'utilisation était individualisée. Il n'y avait pas vraiment cette notion de communauté d'apprenants, de réseautage, de travail en équipe. Bon. Ensuite, on passe rapidement. Le FAO, on parle de formation assistée par ordinateur, Computer-Based Training, qui était vraiment, on ne jurait que par cela. On avait trouvé la panacée, ça va être la prospérité générale, et voilà. Il y avait quand même des avantages, accessibilité encore, vous voyez, ça augmente toujours, constamment. Et il y avait aussi une possibilité de coût-efficacité si on atteignait une économie d'échelle. Mais la production de qualité s'avérait très élevée. Il y avait des applications limitées. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Ressources humaines, trouver des perles rares qui pouvaient nous développer ce matériel-là. Puis une utilisation individuelle encore, ça a écarté le travail en équipe. Et voilà, et malheureusement, les pauvres, il y avait de l'ennui là-dedans. Voilà. On prend la photo. Voilà, en dedans, bon, ensuite, les cours en ligne. Enfin, on a trouvé the magic bullet. Ça va résoudre tous nos problèmes, ça va être la panacée, les cours en ligne. Encore une fois, voilà. Donc, on a à peu près 600 cours comme ça à l'Université Laval, des cours en ligne en mode asynchrone. On inscrit des noms, on les appelle ça des nouvelles vaches à lait. Donc, on inscrit autant qu'on peut, aller remplissant ces cours-là. Si on a besoin de plus d'assistants. Et les professeurs s'éclipsent. Il n'y a plus de professeur dans le décor. Il gère, il est comme chef d'orchestre. Mais il ne joue pas d'orchestre, il ne joue pas d'instrument, il ne joue pas de rôle, il n'y a plus de contact direct avec ses étudiants. Donc, ce modèle-là a été emprunté directement aux établissements unimodaux. C'est un modèle d'enseignement à distance classique, industriel, qu'on essaie tant bien que mal, à adopter dans les universités classiques, traditionnelles. Donc, le mode asynchrone est privilégié. Maintenant, les avantages pour les professeurs, il y a une certaine flexibilité. Moi, j'ai connu des collègues qui ont dit « Ouais, je vais mettre mon cours en ligne, comme ça, j'aurai plus besoin d'enseigner. Je peux mettre tout mon temps dans ma recherche. Et je jette un coup d'œil de temps en temps. » Alors, pour les plus mauvaises raisons possibles, il y a un certain engouement pour ce type de cours. Les étudiants, voilà, anytime, anywhere. Souvent, ça se traduit par never, nowhere. Voilà. Mon fils même, qui s'est inscrit à un cours en septembre, puis au mois de novembre, il n'y avait rien encore fait. Ensuite, l'administrateur, il y avait un certain financement, parfois. Et en plus, il pouvait dépasser les syndicats. Ces méchants professeurs qui ont des revendications, on va embaucher des vacataires. Pourquoi pas? Mais les désavantages. Les professeurs, ils trouvaient ces cours-là longs à monter, à modifier. Au lieu de faire de la recherche, au lieu de publier, il y en a un qui va dire j'ai passé toute l'année à monter mon cours, je n'ai rien publié. Vous savez, publier ou périr. Donc, doute sur les qualités. Même avec la meilleure volonté au monde, on produit des choses qui sont limitées. C'est mes idées à moi. C'est quand même limité. Les contenus peuvent changer souvent, puis là, il faut reprendre, peut-être pas tout, mais une bonne partie à zéro. Les étudiants vivent encore l'isolement. Dans ces cours-là, l'interactivité est insuffisante. On le sait, on le vit, la littérature est claire là-dessus. Puis, les étudiants qui réussissent dans ces cours-là pourraient réussir n'importe où. Il leur faut un très haut niveau de motivation et d'autonomie pour réussir. L'étudiant moyen n'a pas la volonté suffisante pour réussir. Et donc, pour les administrateurs, ils commencent à se rendre compte que quand même, on veut faire quelque chose de qualité, ça va nous coûter cher. Et ensuite, ça monopolise toutes nos ressources. Et ça monopolise même nos ressources professorales. Ils ne font plus de services, ils ne font plus de recherche. Pas évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Un peu en réponse, c'est comme une pendule. On frappe un côté, puis hop, voilà, la pendule s'en va à l'autre côté. On a dit, attention, peut-être pas juste faire la formation en ligne pure, on va faire du blended, hybride. Bon, essayons ça. Vous savez, ils font des efforts.
Alors, ça veut dire sur campus et en ligne. Une partie de la formation se fait sur campus, une autre partie se fait en ligne. Alors, de cette façon-là, on peut doubler nos cohortes. York University, University of Calgary, ils avaient des effectifs pléthoriques. Ben, ils ont dit, OK, on les garde à la maison une semaine. Pendant ce temps-là, l'autre gang, ils rentrent à l'université. Pendant qu'ils sont à l'université, ils sont à la maison. Puis ensuite, on double nos cohortes. Les administrateurs sont contents. Et une certaine va-et-vient. Donc, différentes formules possibles. Parler de Blackboard et Moodle, on utilise 50-50 un peu partout dans le monde. Alors, voilà, différentes formules. J'aime bien la formulation de Vaccarès et Mouton. Ils appellent ça l'enseignement pendulaire. C'est vraiment... Je trouve qu'on a trouvé un terme français qui rend l'idée. Je trouve le blended. Alors, voilà. Le présentiel et l'asynchrone sont privilégiés. Alors, les étudiants travaillent seuls à la maison pendant une partie. Ensuite, ils se trouvent sur campus. Ils sont contents, ils n'ont pas besoin de se rendre sur campus à chaque semaine. Donc, c'est ça le blended. Donc, c'est surtout une question de coût-efficacité. C'est surtout une idée qui est promue par les administrateurs. Éviter ça désencombre le campus, la capacité d'accueil est accrue, qualité maintenue. Les professeurs sont d'accord, c'est vrai. Ils ne voient pas de différence au niveau des résultats. Ensuite, le désavantage, c'est que l'accessibilité est drôlement réduite. Tous les gains que nous avons faits par rapport à l'accès aux études pour les étudiants hors campus, alors là, c'est fini. L'étudiant hors campus, s'il n'habite pas proche du campus, il ne peut plus suivre son programme. Il est obligé quand même de venir de temps en temps sur le campus. Alors les étudiants qui bénéficiaient des autres options de outreach, mais là, ils tombent à plat. C'est fini. Alors, avec tout ça, on aboutit à un autre mode, et le dernier. Dans la littérature jusqu'à là, depuis les années 90, je commençais à utiliser la visioconférence mélangée à des activités en mode asynchrone. Mais dans la littérature, il n'y avait pas un mot pour cela. Il n'y avait pas un modèle. On n'en parlait pas. Alors, dans la littérature, j'ai lancé quelques articles et j'ai commencé à parler de blended online learning. C'est-à-dire, c'est du blended learning, mais aussi c'est du online learning. C'est pas juste blended, c'est pas juste online, c'est les deux combinés. Et il n'y avait pas de terme. Alors en français, j'ai appelé ça le cours en mode hybride, en ligne. Donc c'est hybride, en ligne. Et tout simplement, c'est ça, c'est la visioconférence, donc la rencontre à chaque semaine, par vidéoconférence, heure fixe, même poste, et ensuite combiné à des activités en mode asynchrone. Voilà. Donc le cours est 100% en ligne. Ça contourne le désavantage du blended, parce que là, les étudiants peuvent vraiment être n'importe où. Ça contourne aussi le désavantage du online, parce que là, il y a moins d'isolement. Les étudiants me le disent. On se retrouve à chaque semaine, après avoir travaillé individuellement, après avoir travaillé en équipe, là, on se parle, on jase. Et je fais exactement le même séminaire que je ferais en salle de classe, sur campus. Mais là, c'est en ligne, en visio. Donc, ça contourne, ça atténue les désavantages des autres modèles. Donc, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il y a deux traditions qui se rencontrent. D'une part, avec la visioconférence, c'est la tradition orale des universités traditionnelles. C'est-à-dire, la tradition universitaire, elle est orale, basée sur l'oralité. Depuis que l'homme et l'homme, on se parle, on partage des informations. Avec la formation en ligne, c'était perdu. On avait opté uniquement pour la tradition asynchrone, écrite. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un partage, de ramener ça à un équilibre, où il y a les deux. C'est-à-dire, donc, l'apprentissage en mode hybride, en ligne. Ça nous permet de bénéficier des deux modèles et en même temps de partager le fardeau entre les deux. Alors voilà, ça ressemble à ça, qu'on utilise Collaborate, qu'on utilise Connect, qu'on utilise VIA, peu importe, ou qu'on utilise un site web de Moodle, LMS, peu importe.
L'avantage aussi, on peut faire venir, je parlais à Eric hier soir, un conférencier de renom, comme ça. Ben, je l'invite, il vient dans mon cours. Hein? Par hasard, Brad, de temps en temps, il vient faire un tour. Puis, voilà. Mais ça a tout un avantage parce que ça nous donne une flexibilité vraiment pour le chercheur. Ben là, je peux me promener en France. Puis mes étudiants sont restés chez nous. Je donne des cours habituellement de la chambre d'hôtel. Ça va très bien. Donc, on est passé d'un présentiel au présentiel virtuel avec la vidéoconférence à encore présentiel virtuel. On a une continuité des pratiques. C'est ça qui est important pour les professeurs. Ils ne se sont pas aliénés. Il n'y a pas d'aliénation dans la pratique. C'est une continuité de pratique pédagogique comme on l'a toujours connu, où on a la possibilité d'interagir. Donc, l'accent n'est pas sur le produit. On ne développe pas un produit, un package, comme on faisait avec la formation en ligne, où tu reçois ton package à la maison et tu te débrouilles avec. Donc, tout le processus est axé sur synchrone, mais aussi avec le pendant asynchrone. Donc, axé sur l'oralité. Donc, la question à se poser, est-ce qu'on fait un saut en avant avec ça? On va voir, le temps nous le dira, par rapport à la formation ouverte et à distance, en ligne et l'hybride. Il y a des signes quand même. Est-ce qu'ils fonctionnent? J'ai fait, depuis 7-8 ans, je recueille des données. Qu'est-ce que les professeurs nous disent? En gros, ils nous disent que ça a la même qualité de contact. En salle de classe, on fait un flipped classroom, une pédagogie inversée. C'est-à-dire les étudiants travaillent chez eux. Vous allez voir le charpente dans quelques minutes. Je ne veux pas parler éternellement. Mais ils disent qu'il y a le même contact. On échange, on dialogue. On a le même horaire. Mon cours commence à 4h30. Que je sois sur campus, que je sois en ligne, c'est le même horaire. Donc pour les administrateurs, il n'y a rien à changer. Hein? Sauf qu'il y a tout d'un coup des salles qui sont disponibles. Pas mal intéressant. Et il y a moins de design. Vous savez, avec la formation en ligne en mode asynchrone, il faut que le cours soit parfait, il faut que tout soit bâti avant d'inscrire le premier étudiant. Pas avec ce modèle-là. Avec ce modèle-là, on développe le cours, c'est comme si on construisait le bateau dans l'eau. Des fois une demi-heure avant les étudiants. Et comme d'habitude, quoi. Et le démarrage, donc, est rapide. On veut commencer la semaine prochaine, on met à l'horaire et ça y est. Donc, pour les professeurs, thumbs up. Et étudiants, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est 100% en ligne. Donc, le niveau d'accessibilité est là. En autant que j'ai un branchement filaire, je le dis, filaire, parce que c'est pas le Wi-Fi. Et ensuite, une casse d'écoute, il y a moins d'isolement. Tous les étudiants me le disent depuis 10 ans. Ils disent la comparaison entre le cours en ligne en mode asynchrone et le cours Bold, jour et nuit. On jase, il y a des, comment est-ce qu'on dit, running gag. Il y a comme, à travers les échanges, de semaine en semaine, on socialise, on se taquine. Il y a des jeux puis ensuite des histoires qui reviennent. Comique de répétition. Le comique de répétition, c'est un peu ça. Exactement ça. Donc, une telle qui, à chaque pause, elle va sortir son chien, marcher, une autre qui va faire des biscuits. Enfin. Alors, on s'amuse parce qu'il y a une dimension sociale. On sent qu'on fait partie d'une communauté d'apprentissage, même si on ne se voit pas, parce qu'on utilise surtout l'audio. Le vidéo, parfois, ça bug. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Moins d'abandon, à peu près 2%. Ça, c'est rien comparé à 60 à 80% dans les cours en ligne. Niveau de satisfaction accru par rapport à la formation en ligne, hautement. Pour les administrateurs, ils trouvent le compte aussi. Parce que les coûts de démarrage, développer un cours en ligne en mode asynchrone, normalement, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an pour développer un produit qu'un professeur considère digne de son nom. Parce qu'avant de signer et dire oui, c'est prêt, des fois c'est non, hein, pour ceux et celles qui ont développé des cours. Alors, on évite, les coûts sont évités ou transférés. C'est-à-dire, c'est l'étudiant qui a son ordinateur, c'est l'étudiant qui a son branchement Internet. C'est l'étudiant qui assume. Pour l'université, ça commence à être intéressant. Ben, les étudiants ont de toute façon des ordinateurs quand tu étudies, hein. Tu as toujours un ordinateur. Donc, ce n'est pas un plus
pour un coût supplémentaire pour les étudiants non plus. Et il y a un plus haut taux d'inscription d'étudiants hors campus. Moi, parfois, j'ai des étudiants qui rentrent, c'est des cours ouverts sur le monde entier. Cette année, j'ai une Russe, quelqu'un d'Arabie Saoudite, Algériens, Français, parfois des Mexicains, de partout. Et on ne sait jamais. Le premier jour de cours, c'est toujours amusant. Je mets toujours une carte du monde. Et où êtes-vous? Puis les gens avec le tableau blanc, peuple la carte. Donc voilà. Donc oui, on commence à voir quelque chose qui est intéressant. Donc ça favorise surtout les études supérieures, parce qu'on ne peut pas faire ça au premier cycle. Les effectifs ne le permettent pas. Donc sachez que ce modèle-là a quand même des limites. C'est un modèle qui fonctionne bien pour les études supérieures. Mais ce qui est intéressant, et un autre point, c'est un modèle qui est adopté et promu par les professeurs. Ça, c'est rare. Parce que dans le passé, tous ces modèles-là étaient promus par l'administration. L'administration cherchait par tous les moyens, soit à rentabiliser l'université, soit à accroître l'accessibilité. Mais là, tout d'un coup, on voit que les professeurs s'approprient le modèle. Parce que ça correspond à leurs valeurs, à leur façon de fonctionner, et ça met en valeur leur force, la force de l'oralité. Donc, le cours en ligne, comme nous avons vu, le point fort, c'était l'accessibilité. Mais ce qui était négatif, c'était la qualité et le coût-efficacité, le niveau de coût-efficacité. On a vu avec le cours hybride, la qualité était maintenue, mais il y avait moins d'accessibilité. Et c'était à peu près le même coût-efficacité que sur le campus. Mais avec le mode hybride en ligne, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que la qualité est au rendez-vous, l'accessibilité et le coût-efficacité. Donc déjà, ça commence à être intéressant. Mais encore, j'insiste, le niveau études supérieures. Maintenant, voici quelques tendances qui se dégagent, et je vais laisser le temps pour les questions dans quelques minutes. Comme tendance générale, c'est que, comme on a vu, c'est un modèle qui s'applique très bien aux études supérieures, l'hybride en ligne. Mais il semblerait qu'au premier cycle, licence, il y a un besoin de socialisation sur campus pour le développement des techniques de base. Il semblerait qu'il y a lieu de promouvoir le blended comme modèle, l'hybride, qui permet aux universités quand même de respirer et qui permet aux étudiants de vivre une expérience de formation axée sur la socialisation. Ça semble être quelque chose de très important et c'est comme tendance, c'est ce que j'observe depuis plusieurs années. Voilà. Donc, pour conclure, c'est que les chercheurs, leur réalité quotidienne ressemble à ceci. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de travailler sur quelque chose, nous dépouillons la littérature mondiale. Nous savons qu'il y a un tel dans tel pays qui travaille sur telle chose. Nous formons une communauté de chercheurs internationale. Et lorsque mes étudiants de doctorat, la première chose que je leur dis, qui travaille sur votre problématique et dans quel pays et qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a pris comme déjeuner. Je veux qu'ils sachent tout. Je veux qu'ils créent le réseau, savoir qui fait quoi. Alors ça, c'est notre réalité actuelle en tant que chercheur. Mais au niveau de l'enseignement, on est encore loin de ça. Mais on peut voir émerger un arrimage entre les centres de recherche et les programmes d'études. Assez rapidement, les chercheurs à l'échelle mondiale sont en train de se regrouper pour faire du team teaching. Vous connaissez les team teaching? Quelqu'un ne connaît pas? Autrement, simplement enseigner en équipe. Et ces équipes-là deviennent les meilleures équipes au monde dans un sujet donné. Imaginez comme c'est valorisant pour un professeur de travailler avec ses pairs sur une problématique et spécifiquement sur ses travaux de recherche. Imaginez comme c'est valorisant. De cette façon-là, nous allons pouvoir multiplier les programmes. Une seule université est limitée dans le nombre de programmes qu'elle peut offrir. Mais lorsque nous faisons des consortiums et lorsque nous créons des noyaux de chercheurs qui sont les meilleurs dans leur domaine, le nombre de programmes que nous pouvons générer
passe à l'exponentiel. Et chacun travaille dans sa zone de force. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça permet aux étudiants de par le monde de travailler exactement avec les meilleurs chercheurs du monde entier. Qui ne veut pas ça? Ça devient tout d'un coup non seulement possible, mais drôlement intéressant. Et voilà, le Team Teaching émerge progressivement. Alors on peut imaginer que le programme A, le réseau rouge, réunit les chercheurs de ce réseau-là. Ça peut être divisé soit par l'aspect linguistique, soit par le domaine de recherche. De plus en plus, de toute façon, sachez que les programmes d'études supérieures utilisent, surtout quand on parle de hollandais, chinois, suédois, indien, australien, souvent ça se passe en anglais, au niveau de la recherche, surtout au niveau doctoral. Mais voilà, il est possible à ce moment de commencer à imaginer un réseau universitaire mondial. Ça devient possible. Et je crois que c'est vers ce but-là que nous devons travailler. Cela va augmenter la qualité de la recherche, ça va nous permettre de réaliser des choses qui étaient impossibles avant. Et la même chose, programme X, ben voilà, ça va être un autre réseau qui va faire ce programme-là, Y, Z, ainsi de suite. Pour nous, au Québec, c'est intéressant. Bon, on vous aime bien en France, mais vous êtes à 6 heures de chez nous. Bon, lorsqu'on travaille dans le synchrone, nous sommes en train de regarder vers le sud. Ça devient de plus en plus intéressant parce que, regardez, nous sommes à 1 heure, plus ou moins, tout au plus de presque toute l'Amérique du Sud. Bon, ils sont 250 millions d'hispanophones et nous sommes 8 millions de francophones. Qui va apprendre la langue de l'autre? Es por eso que tendremos que aprender español muy rápidamente. C'est notre avenir. Et je crois que les Québécois commencent à le comprendre. Et c'est là où ça devient intéressant. Puis il y a le portugais en plus. Mais juste si on focalisait sur l'espagnol, qui est une langue très proche du français, les Québécois, les Français, ça leur prend 1 an. Alors que les anglophones, écoutez, les Canadiens anglais, incapables. Les Américains, jamais de la vie. Alors, pour nous, c'est un créneau assez intéressant. Je vous dis ça en passant. Les chercheurs bold et les intérêts, ben, comme vous avez vu, design pédagogique, technologie éducative, j'ai des étudiants en FOED, apprentissage en ligne, études supérieures, pédagogie universitaire, voilà. Noyau, c'est bold. Et voilà, donc quelques publications depuis des années, tout cela. Et si le temps nous permettait, ben, je vous parlerai un petit peu du webinaire bold, mais là-dessus, je crois que je vais vous remercier.